Hmm. Ébauche d'un bloc bêta-gamma. Peut-être serait-ce un argument pour cesser de boire. Bof, on verra ça plus tard. Oh hey, c'est toujours un plaisir de vous voir. Bienvenue dans Microlabo. Aujourd'hui nous allons parler de courbes, et non je ne parle pas de forme humaine, mais plutôt de tracés électrophorétiques. Voilà. Plus sérieusement, le sujet du jour portera sur les protéines sériques et leur étude par électrophorèse. Dans un premier temps, nous allons parler de l'électrophorèse et de son principe général, puis nous verrons quelques courbes types et nous en discuterons ensemble afin de bien comprendre l'intérêt de cette méthode. Bien, commençons sans plus tarder par le premier point, à savoir le principe général de l'électrophorèse. L'électrophorèse est une technique qui permet de séparer des petites molécules comme de l'ADN ou, dans notre cas, des protéines. L'échantillon que l'on souhaite analyser est tout premièrement déposé dans un support, puis est soumis à un champ électrique, le tout dans un tampon avec un pH bien précis selon ce que l'on souhaite séparer. Ceci va générer ce que l'on appelle un courant d'électro-endosmose qui va mettre en mouvement les espèces chargées électriquement, dont notre échantillon. En effet, les espèces chargées négativement vont migrer vers l'anode, c'est-à-dire l'électrode positive d'un générateur. En revanche, les espèces chargées positivement vont, elles, migrer vers la cathode, c'est-à-dire la borne négative d'un générateur. Le plus attire le moins et le moins attire le plus. Les cations cherchent à se rapprocher d'un émetteur d'électrons, c'est-à-dire la cathode, tandis que les anions, eux, vont se rapprocher d'un récepteur d'électrons, c'est-à-dire l'anode. Ainsi, selon que les échantillons soient plus ou moins chargés, le courant permettra de les séparer, puisque selon la charge des échantillons, ces derniers migreront plus ou moins vite dans le support. Cependant, le courant électrique n'est pas le seul paramètre sur lequel on peut jouer pour différencier nos échantillons. En effet, une autre caractéristique totalement indépendante de la charge des espèces, c'est tout simplement leur taille. En effet, rappelez-vous, nous avons dit que les échantillons étaient tout premièrement déposés dans un support. Et c'est dans ce support que s'effectue la migration. On peut jouer sur ce que l'on appelle la porosité, pour être plus précis dans notre séparation. En effet, pour se déplacer, les molécules vont devoir franchir des trous microscopiques dans le support. Ce sont en fait les pores de ce dernier. En augmentant la taille de ces trous, les molécules auront plus de facilité à se mouvoir dans le support et inversement, des pores très petits entraveront la migration des molécules. Ainsi, selon que les espèces soient plus ou moins grandes, elles migreront, comme pour la charge électrique, plus ou moins vite dans le support. Les éléments de petite taille n'auront aucun mal à passer au travers des pores du support, tandis que les grandes molécules, elles, seront largement ralenties par la structure de ce dernier. Pour reprendre ce que l'on vient de dire, vous l'aurez compris, l'électrophorèse permet la séparation de petits composés, donc ADN ou protéines, selon deux caractéristiques, leur charge électrique, mais aussi leur taille. Utilisée historiquement pour la première fois dans les années 30 avec le système Tiselius, la méthode a eu et a vu de très grandes améliorations depuis. Jusque dans les années 90, les gels d'électrophorèse dans les laboratoires de biologie médicale étaient largement faits sur des gels d'agarose. Mais en 1994, un nouveau procédé d'électrophorèse voit le jour et va grandement remplacer les gels d'agarose dans les laboratoires de biologie médicale. Ce nouveau procédé, c'est l'électrophorèse automatisée en capillaire. Et il présente de nombreux avantages par rapport au gel d'agarose. Tout premièrement, on a besoin de moins d'échantillons primaires pour réaliser l'analyse. Deuxièmement, la méthode est dite automatisée et est bien moins lourde à réaliser par un technicien. Troisièmement, comme tout est informatisé, le stockage des données est beaucoup plus facile et l'interprétation est d'autant plus aisée. Le support n'est plus un gel d'agarose,
mais un capillaire dans lequel se trouve par exemple de la silice fondue. Si le pH du tampon est supérieur à 2,5, alors les groupements silice présents dans le capillaire vont porter une charge négative. Les cations présents dans l'échantillon que l'on souhaite analyser vont alors se mettre en face de ces groupements négatifs. Cela va créer une sorte de tapis roulant qui va envoyer tous les composés, y compris les anions, de l'anode vers la cathode. Pour analyser les échantillons, un spectromètre est placé près de l'anode ou de la cathode selon le sens de migration des échantillons. On est ainsi capable, via un logiciel d'intégration, d'avoir des tracés pour analyser ces molécules. Donc voilà pour le grand principe général sans rentrer dans ce qui nous intéresse pour le moment, les protéines. Mais ça va changer. Puisque si maintenant je reprends ce que je viens de dire, mais appliqué spécifiquement à notre cas. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons traiter des protéines sériques. Pour notre électrophorèse, nous allons dans un premier temps les charger négativement en les plaçant dans un tampon à pH 10, qui est donc un pH très basique. Nos échantillons seront ensuite injectés au niveau de l'anode. La force du courant d'électroendosmose est telle que même les anions sont attirés vers la cathode. Près de cette cathode se trouve notre détecteur capable de mesurer l'absorbance à 200 nanomètres, longueur d'onde pour laquelle les liaisons peptidiques des protéines absorbent. Finalement, avec le logiciel, on obtient un tracé protéique appelé protéinogramme. Mais avant d'arriver à cette analyse, vous vous doutez bien qu'il faut déjà recueillir le prélèvement. Comme dit précédemment, nous nous intéressons aux protéines sériques, les protéines du sérum. Pour rappel, le sérum, c'est comme le plasma, c'est-à-dire l'eau du sang, mais sans les facteurs de coagulation. Savez-vous sur quel tube peut-on isoler le sérum ? Si vous avez pensé au tube jaune, bien joué, c'est une bonne réponse. Une fois que le tube est arrivé au laboratoire, on le met à centrifuger afin de ne garder que le sérum. Ce tube passe ensuite au poste des électrophorèses où l'appareil va prélever du sérum avant de l'injecter au niveau de l'anode. Ce sérum va ensuite migrer dans un capillaire pendant environ 10 minutes et à la fin de ces 10 minutes, on obtient un tracé électrophorétique qui peut donner de nombreuses indications aux biologistes ou médecins afin d'orienter un diagnostic ou de surveiller une pathologie. En effet, les protéines sériques sont donc les protéines circulantes dans le sang, et la variation de certaines de ces dernières peut donner des renseignements très importants pour le biologiste et donc le médecin. Voyons ensemble quelques tracés bien spécifiques pour maintenant bien comprendre l'intérêt de cette méthode. Très bien. Commençons donc par la base, à savoir un profil électrophorétique normal. Ce que vous voyez à présent est justement l'un de ces protéinogrammes. On remarque que ce protéinogramme est divisé en plusieurs fractions. Cette classification vient de l'étude des biologistes par rapport à ces dites protéines qui ont pu les regrouper selon par exemple leur fonction ou leur caractère migratoire. Nous allons revoir ces fractions une à une. Le premier pic que l'on voit sur ce tracé correspond à l'albumine, qui est de loin la protéine sérique la plus abondante. Vient ensuite le groupe des globulines, qui comprend les 5 autres fractions. Nous avons ici les alpha-1 globulines, qui comprennent l'alpha-1 antitrypsine, l'orosomucoïde et l'alpha-1 antichymotrypsine. Pour faire simple, retenez simplement que les alpha-1 globulines sont des protéines de phase aiguë. Autrement dit, lors d'épisodes inflammatoires, leur taux a tendance à augmenter, en particulier celui de l'orosomucoïde. Ensuite vient la fraction des alpha-2 globulines, qui comprend l'aptoglobine, l'alpha-2 macroglobuline et les alpha-lipoprotéines. Toujours sans rentrer dans les détails, retenez également que comme pour les alpha-1 globulines,
ce sont des protéines de phase aiguë dont le taux augmente lors d'épisodes inflammatoires. Dans ce cas, ce sont notamment ceux de l'aptoglobine ou de l'alpha-2 macroglobuline qui augmentent. On passe ensuite à la fraction des bêta-1 globulines qui comprend la transférine et l'hémopexine. Par simplification, nous résumerons cette fraction à la transférine. La transférine est une protéine qui permet le transport du fer vers la moelle osseuse et généralement, la fraction des bêta-1 est augmentée dans le cas de carence en fer. Une analyse importante à regarder en complément est la saturation de cette transférine. Un faible taux de saturation peut mettre en évidence une anémie ferriprive, tandis qu'un haut taux de saturation avec une fraction de bêta-1 augmentée peut être un signe d'une hémochromatose. À côté se trouve la fraction des bêta-2 globulines, qui comprend les bêta-lipoprotéines ainsi que les protéines du complément C3. Toujours par souci de simplification, on se concentre que sur le complément C3, et il est important de noter que tout comme pour les alpha-1 et les alpha-2 globulines, cette fraction tend à augmenter dans le cas d'épisodes inflammatoires. Et enfin, nous avons la fraction des immunoglobulines, appelées aussi les gamma-globulines. Ce sont en fait les IgG, les IgA et les IgM, ainsi qu'en moindre mesure les IgD et les IgE. Comme leur nom l'indique, ces protéines jouent un rôle clé dans notre système immunitaire. Contrairement à toutes les protéines vues précédemment, ce sont les seules qui ne sont pas produites par le foie. Ce sont des globules blancs qui produisent ces gamma-globulines, et ces globules blancs, ce sont des lymphocytes B, et plus précisément des plasmocytes. En conditions physiologiques, ces différentes fractions restent à certaines concentrations qui sont affichées à présent. Être en dessous ou au-dessus de ces concentrations peut donner des renseignements cliniques aux biologistes. Inutile de les retenir par cœur, le logiciel d'intégration a déjà établi des seuils qui permettent d'alerter le biologiste si jamais on se trouve en dehors de ces concentrations. Il est juste important de noter que la concentration de ces protéines sériques en conditions physiologiques se trouve entre 65 g par litre et 80 g par litre. Bien, nous avons vu ce qu'est un tracé normal et je vais maintenant vous mettre un second tracé, mais qui cette fois-ci correspond à un profil inflammatoire. Comme vous pouvez le voir et comme nous l'avons dit lors de la description des différentes fractions, on remarque sur ce tracé que la fraction des alpha 1, la fraction des alpha 2 et la fraction des bêta 2 sont largement augmentées. De même, remarquez que le logiciel nous indique qu'il y a une chute de concentration dans la teneur en albumine. Ce genre de tracé montre bien l'état inflammatoire du patient, mais au laboratoire, on préférera doser la CRP, qui est la protéine C réactive, afin de refléter l'état inflammatoire du patient. Et nous arrivons maintenant au cas le plus important où l'utilité de l'électrophorèse des protéines sériques est tout à fait démontrée, c'est celui de la présence de pics dans la région gamma. Petit rappel, la zone des gamma-globulines correspond aux immunoglobulines, donc tout ce qui est IgG, IgA, IgE, etc. Avec ceci en tête, essayons de comprendre ce que veut dire un pic dans cette région. Remarquez sur cet exemple comme ce pic est étroit. Cela veut donc dire que cette protéine responsable de ce tracé est la même. Or, je sais que je suis dans la région des gamma-globulines et cela veut donc dire que nous sommes en présence d'une immunoglobuline surexprimée. Si on remonte encore plus haut, souvenez-vous de qui produit ces immunoglobulines. Les lymphocytes B matures, appelés aussi plasmocytes. Ok, et maintenant si on remet tous ces éléments ensemble. À partir de ce genre de tracé, nous savons que le patient est porteur d'un clone lymphocytaire qui surproduit une immunoglobuline donnée.
celle-ci est retrouvée par ce pic étroit, on parle alors de pic d'aspect monoclonal, afin de préciser la nature identique de l'immunoglobuline surexprimée. La raison qui conduit à ce genre de phénomène est très probablement un lymphome ou un myélome. Ces maladies sont des cancers du sang, des lignées de lymphocytes sont devenues tumorales et prolifèrent de manière incontrôlée et dégénérée au sein de la moelle ou des ganglions du patient. Cependant, ces clones tumoraux conservent leur propriété initiale qui est, on le rappelle, la production d'anticorps, c'est-à-dire les fameuses immunoglobulines. Ainsi, comme tous ces clones tumoraux sont identiques, ils produisent tous exactement la même immunoglobuline, ce qui explique pourquoi on a un pic étroit sur le tracé. En effet, cette immunoglobuline a le même caractère migratoire à l'électrophorèse. Elle évolue de la même façon dans le capillaire et est donc détectée au même moment. Ainsi, grâce à cet examen, le biologiste pourra prévenir le médecin prenant en charge le patient qu'un clone lymphocytaire est en train d'envahir son organisme. Des traitements seront alors mis en place pour éliminer cette lignée tumorale, soit à l'aide de chimiothérapie ou alors d'anticorps thérapeutiques. Mais ce genre de tracé ne sert pas que à diagnostiquer un lymphome ou un myélome. Il sert aussi à surveiller qu'un patient qui justement a eu une de ces maladies n'est pas en train de rechuter, c'est-à-dire qu'il est en train de redévelopper un cancer. Bon, cet épisode était particulièrement dense en informations. On va donc faire une petite synthèse ensemble afin de garder en tête les éléments clés qui ont été cités. Tout d'abord, pour reprendre le principe de la méthode. L'électrophorèse est une séparation de petites molécules, cela à l'aide d'un champ électrique et d'un support. Au laboratoire de biologie médicale, on réalise particulièrement les électrophorèses sur les protéines sériques. Le sérum du patient est récupéré sur un tube jaune. On fait ensuite passer ce sérum dans le capillaire de l'appareil qui nous permet d'avoir ce genre de tracé. L'analyse des différentes fractions du tracé permet de donner énormément de renseignements cliniques pour le biologiste. Mais s'il y en a bien un à retenir, c'est l'étude de la fraction des gamma-globulines et notamment la présence de pics monoclonaux dans cette dernière fraction. En effet, la présence de ce genre de pic est très certainement évocateur d'un lymphome ou d'un myélome qui sont des cancers du sang. Bien des choses pourraient être rajoutées sur ce genre de tracé électrophorétique, comme par exemple le syndrome néphrotique avec une augmentation des alpha-2 globulines, la présence de blocs bêta-gamma dans les cirrhoses éthyliques, ou encore l'hémolyse intravasculaire avec une chute de la fraction des alpha-2 globulines par complexe de l'aptoglobine avec l'hémoglobine, mais, vous l'aurez compris, ce genre de cas sont assez spécifiques et ne révèlent pas forcément l'intérêt de la méthode qui est avant tout, on le rappelle, de surveiller la zone des gamma-globulines et tout pic d'aspect monoclonal. Cela dans le but de surveiller des cancers du sang. Au travers des exemples que j'ai montrés dans cet épisode, j'ai essayé de ne garder que des tracés qui étaient assez spécifiques et évocateurs de ce que je souhaitais décrire. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que ce n'est pas toujours aussi simple. Par exemple, dans des débuts de myélome ou de lymphome, le pic que l'on voit en gamma peut être tout petit, ou alors il peut migrer dans une fraction qui est différente des gamma-globulines, par exemple en bêta 1 ou en bêta 2. Et ça, c'est sans parler non plus, sans d'autres choses que l'on peut voir aux électrophorèses, comme par exemple des interactions médicamenteuses qui peuvent changer l'allure des courbes, ou encore des déficits enzymatiques qui peuvent aussi être retrouvés au travers de ce genre de tracé. Il y a largement de quoi se perdre dans l'interprétation de ce type de courbe. C'est pour ça que l'avis d'un biologiste reste tout de même indispensable pour une interprétation sûre de ce genre de tracé. Une ouverture qui pourra être faite à cet épisode et qui est tout trouvée serait justement l'immunofixation. En effet, l'immunofixation fait généralement suite à la détection d'un pic monoclonal dans la zone des gamma. Rappelez-vous,
Ce genre de tracé nous montre que le corps du patient produit une immunoglobuline en surnombre. Cependant, à ce stade, donc qu'au stade d'électrophorèse, on ne sait pas encore de quel type d'immunoglobuline il s'agit. La technique d'immunofixation nous permet justement de savoir précisément de quel type les immunoglobulines surproduites sont. Si on est en présence d'IgG, d'IgA, d'IgM, mais aussi de connaître leur chaîne légère, à savoir si elles sont de chaîne légère lambda ou de chaîne légère kappa. Mais ceci sera l'objet d'un futur épisode. Je pense vous avoir suffisamment assommé avec le nombre d'informations délivrées aujourd'hui. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous remercier d'être resté jusqu'au bout, et peut-être de vous voir jusqu'à la prochaine. Salut!